cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de On passe à l'action. Dans cette nouvelle émission, nous accueillons aujourd'hui une invitée un peu spéciale. Avocate d'affaires associée d'un cabinet de la région très connu. Elle se distingue par sa capacité à maîtriser parfaitement des techniques juridiques et fiscales de très bonne facture. À la tête et d'un track record, c'est-à-dire d'un historique de transmission d'entreprise assez conséquent. On la croise souvent lorsqu'il s'agit de vendre sa société, d'optimiser sa fiscalité, de minorer son imposition sur le revenu lors d'une cession d'entreprise ou alors lorsqu'il s'agit de structurer une acquisition ou une cession d'immobilier. Nous avons le plaisir aujourd'hui et l'honneur d'accueillir Céline Bourdeau-Martin du cabinet d'avocats Armand & Chat. Bonjour Céline. Bonjour Fabien. Alors aujourd'hui, on va s'adresser avec Céline à plusieurs personnes qui nous écoutent avec attention. On va s'adresser à nos amis chefs d'entreprise qui ont cédé ou qui veulent céder leur entreprise et qui répondent donc, qui sont face à une problématique. Comment remplacer les revenus de mon activité par les revenus du patrimoine? On va s'adresser à ces personnes-là. Ensuite, on va s'adresser également à tous ceux qui réfléchissent dans un contexte de baisse du marché immobilier, dans un contexte de fiscalité qui se durcit, impôt sur la fortune immobilière, taxes foncières, prélèvements sociaux, impôt sur le revenu. J'en ai certainement oublié d'autres, mais par bienveillance, Céline Bourdeau-Martin me regarde et sourit. On va s'adresser également à tous ceux qui ont un patrimoine conséquent et ou significatif ou simplement au-dessus des abattements légaux. Pour rappel, 100 000 euros par enfant, par parent et par enfant. Et on va s'adresser également à ceux qui simplement ont envie à un instant T de mettre de l'argent de côté en vue d'avoir un complément de revenu plus tard. Alors évidemment, on s'adresse donc à la fois à ceux qui veulent préparer leur retraite, mais surtout à nos amis sportifs de haut niveau, puisque leur problématique est bien celle que nous allons adresser, entre autres également aujourd'hui, comment capitaliser une somme à l'abri des frottements fiscaux en vue de la récupérer lorsque la carrière sera terminée et qu'il faudra donc générer des compléments de revenus ou au moins faire des bridges. Voilà le programme d'aujourd'hui. Alors, pour faire ce programme-là, on va vous parler d'un schéma. Qui est une alternative à celui que vous connaissez, puisque lorsque spontanément il s'agit de générer des compléments de revenus, de transmettre des liquidités, eh bien vous utilisez tous le schéma, à juste titre, de l'assurance vie. Eh bien aujourd'hui on va discuter ensemble avec Céline Bourdeau-Martin, on va la challenger, on va approfondir le schéma qui est le suivant. Nous allons apporter en compte courant d'associé une somme dans une société, une personne morale à l'impôt sur les sociétés. Alors avant que nous lancions Céline Bourdeau-Martin dans l'arène de la fiscalité et du droit, et on verra bien si à la fin de l'émission nous levons le pouce ou nous le baissons, eh bien nous allons juste très rapidement définir certains termes. Qu'est-ce qu'un compte courant d'associé ? Un compte courant d'associé, c'est donc une somme qu'une personne physique ou une personne morale, mais dans notre exemple, ça sera une personne physique, le chef d'entreprise, le détenteur d'un patrimoine immobilier, va apporter dans une société une personne morale qui peut revêtre différentes formes, et on en discutera avec Céline, mais qui sera cette fois-ci à l'impôt sur les sociétés. Voilà, le cadre est fixé. Et maintenant, nous allons poser quelques questions à Céline Bourdeau-Martin, que nous avons bien entendu le plaisir d'accueillir aujourd'hui, et dont nous remercions pour la disponibilité, puisque, comme vous pouvez l'imaginer, une avocate d'affaires associée est bien occupée. Alors Céline, ce schéma de la société civile, de l'apport en compte courant d'associé dans une société civile, quelques éléments que tu pourrais donner à nos auditeurs. Oui, tout à fait Fabien. Donc après cette très bonne présentation du cadre, on peut repréciser quelques points, notamment le fait qu'un apport en compte courant d'associé, c'est un prêt qu'on va faire à la société. Et ce prêt sera par nature remboursable. Exactement. Donc ce prêt est par nature remboursable et c'est ce qui va être intéressant dans ce schéma-là. Alors ce que je te propose, Céline, c'est qu'on prenne l'exemple de notre ami Christian, dont on ne précisera bien entendu pas le nom de famille, même si sur les documents qui sont face à nous, c'est le cas. Et donc, Christian apporte en compte courant d'associé à une société qu'il va créer. C'est 500 000 euros.
Alors, qu'est-ce qui se passe du coup, Céline, lorsque je fais cet apport en compte courant d'associé? Donc, lorsque Christian, et tu as raison de me reprendre et en tout cas de le préciser à nos auditrices et auditeurs, qu'est-ce qui se passe lorsque Christian prête 500 000 euros à cette société civile, cette SAS, cette société à l'impôt sur les sociétés qu'il a créée? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La société va pouvoir librement disposer de cette somme pour réaliser des placements sur lesquels, bien entendu, tu pourras accompagner les choix et la pertinence de ces choix pour en retirer un rendement. L'idée étant de faire fructifier la somme qui aura été prêtée à la société. Donc, l'objet même de la société sera à ce moment-là de souscrire à divers placements, titres, pour générer un rendement financier. Exactement, et ça c'est un point qui est très important. C'est donc qu'on va avoir dans notre société une somme de 500 000 euros à placer, que l'on va pouvoir placer sur plutôt des placements à rendement. Alors prenons une hypothèse, encore une fois c'est uniquement pour se projeter, prenons une hypothèse de 7% de rémunération brute sur un horizon par exemple d'une dizaine d'années, donc 7% par an sur 10 ans. Céline, qu'est-ce qui va se passer et comment moi, parce que moi je suis chef d'entreprise, Christian, je vais me projeter dans le cas de Christian, j'ai vendu ma boîte, j'ai 500 000 euros à placer et moi j'ai un sujet, c'est que jusqu'ici la société me versait des dividendes, ma société, dans les transports, elle me versait aussi une rémunération et là du coup j'ai plus ça, mais j'ai du cash. Et comment ça va s'articuler, Céline, entre ce compte courant d'associé, les intérêts que je vais générer, comment ça va se passer du coup ? Alors, c'est la société qui dispose de la somme qui va elle-même et en son nom faire les placements. Les revenus seront ceux de cette société. Cette société étant à l'impôt sur les sociétés, elle est totalement opaque, elle va faire écran, elle va avoir une fiscalité propre, dont on pourra parler par la suite. Et donc, elle va générer des revenus grâce à ces placements. Ces revenus, elle va les utiliser comme n'importe quelle société pour remplir ses obligations et notamment rembourser l'associé qui lui aura consenti un prêt. Donc, dans la limite de ses liquidités disponibles, une fois qu'elle aura fait face à ses charges, elle va rembourser son associé comme une société rembourse classiquement la banque. Et c'est pour ça qu'au début de cette réunion, en tout cas de cet échange, tu nous précisais l'importance de bien noter qu'il s'agit d'un prêt, donc qui devra donner lieu à un formalisme entre Christian qui prête de l'argent à sa société et donc ce compte courant d'associé, c'est un prêt que réalise Christian à la société. Et donc lorsque les placements financiers vont être souscrits, ils vont générer un rendement. Dans notre exemple, et puis on reviendra sur la fiscalité, c'est donc 35 000 euros d'intérêts bruts qui sont générés. Et donc Christian va pouvoir venir se rembourser sans imposition, puisque c'est le remboursement d'un prêt, sur les intérêts de ces sommes-là. Et donc il va pouvoir, sur ce compte courant d'associé de 500 000 euros, prélever 35 000 euros moins la fiscalité. Alors, tel que tu nous le décris, Céline, ça a l'air super intéressant. C'est-à-dire que, en fait, j'ai un placement dans une structure à l'IS et finalement, je ne paye pas d'impôt sur le revenu. Je ne paye pas non plus de prélèvements sociaux. Alors, du coup, c'est quoi l'imposition sur ce schéma-là ? Parce qu'il n'y a pas de magie. Ah non, il n'y a aucune magie, effectivement. Il y a toujours bien un impôt qui sera applicable, qui sera celui propre à la société. Donc la société, puisque les placements lui appartiennent, que les revenus sont les siens, va acquitter son impôt, qui est l'impôt sur les sociétés, dont les taux sont de deux ordres. On a d'abord un taux réduit de 15% qui va s'appliquer jusqu'à 42 500 euros de revenus. Et au-delà, c'est un impôt de 25% qui sera applicable. Donc, ça veut dire que dans notre exemple précis, prenons quelques chiffres, j'ai donc généré 35 000 euros de résultats financiers ou d'intérêts. Je suis donc, si nous écoutons bien Céline, dans la tranche à 15%, ce qui va me générer net d'impôts dans ma société, je le fais de tête. Non, je rigole, j'ai les chiffres sous les yeux. 29 250. Et donc, ces 29 250, je vais venir les prélever sur le compte courant d'associé. Et donc, on comprend assez rapidement que l'intérêt de ce schéma-là, c'est que je vais avoir des compléments de revenus qui vont subir une imposition, dans notre exemple, de 15% à l'impôt sur les sociétés, éventuellement de 25% si la rentabilité des placements financiers le justifie et donc nous amène à plus de 42 500 euros d'intérêt brut, VS, ce qu'on peut connaître dans la fiscalité classique française, c'est-à-dire une taxation à la flat tax, hormis les cas particuliers qu'on ne développera pas ici, qui sont de l'ordre de 30%. Donc finalement, c'est plutôt un bon schéma. Tout à fait, Fabien.
Il faut néanmoins rappeler, puisque encore une fois, on va mettre en place une société, qu'il y aura quelques frais au moment de la constitution. Il y a également une tenue de comptabilité et un suivi juridique qui sont absolument indispensables dans le cadre d'une société à l'impôt sur les sociétés, puisque cet impôt doit être calculé selon les règles de l'art de l'impôt sur les sociétés par l'expert comptable, et également un suivi juridique avec une approbation des comptes pour respecter l'autonomie de la société. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que à l'heure à la minute où je suis en train de vous parler, je viens de recevoir une facture de la part du cabinet d'avocats Armanchat, puisque l'intervention d'aujourd'hui m'est facturée plusieurs centaines d'euros l'heure. Et donc, il est assez normal que Céline, au moment où nous faisions cette prestation, eh bien, nous rappelle à tous que un avocat, ça ne travaille pas gratuitement. Hormis la blague, de bon ou de mauvais goût pour les autres avocats qui écoutent, le point de Céline est assez important, et c'est vrai qu'on voit bien que quelque part l'intérêt de ce schéma-là, il y a pas que celui-ci, on va le développer, c'est donc de pouvoir bénéficier d'une fiscalité, prenons un raccourci, de 2 fois inférieure en moyenne à ce qu'on pourrait avoir dans un investissement classique. Céline nous dit attention, pour avoir accès à ce placement-là, il va falloir un certain coût. Si on met des chiffres dessus, Céline, pour déjà éclaircir tous nos auditeurs et auditrices, mais aussi pour remettre aussi l'église au milieu du village, combien ça coûte un suivi juridique qui effectivement est décisif dans le schéma, et combien ça coûte une comptabilité, une approbation de compte? Alors, de manière assez large, généraliste et large, on peut considérer que la comptabilité sera de l'ordre de 1 000 euros hors taxe par an et le suivi juridique de l'ordre de 500 euros hors taxe. Après, en fonction du nombre de sociétés suivies par l'expert comptable ou de l'importance du suivi juridique et d'un client, bien sûr, les tarifs seront envisageables, et en fonction de l'importance et du nombre d'associés également. Ok, bon, c'est très clair. Bon, on voit bien aussi aujourd'hui un point qui est assez important, c'est que ces parents, on faut intégrer, puisque c'est hors taxe, hein, ce que tu mentionnais, donc faut intégrer à peu près 1 500 euros entre le coût juridique, le coût de l'approbation de compte et probablement aussi les bilans à produire, donc 1 000 euros supplémentaires, on pourrait, non, tout inclus. Ok, 1 500 tout inclus. Bon, à côté de ça, évidemment, vous économisez environ 15% d'impôts sur les intérêts, ce qui n'est quand même pas anodin sur 35 000 euros. Donc, quelque part, on peut se dire, là, si on raisonnait vraiment qu'avec la lorgnette, parce qu'il y en a 3, et je te sens impatiente de parler des 2 autres, ne t'inquiète pas, tu auras l'opportunité d'en parler puisque ça fait partie de tes spécialités. Mais rien que sur ces lorgnettes-là, on comprend d'ores et déjà qu'il y a un gain qui est assez significatif, puisque d'un côté, vous allez gagner 15% d'impôts. Donc, si on prend un raccourci, ça va nous faire une somme qui va rentrer dans ce cadre-là et qui va être largement supérieure à 1 500 euros de coût. Rien que si on raisonnait sur le coût fiscal. Tout à fait. Et c'est simplement un élément important à prendre en compte par rapport au montant de la somme placée pour la mise en œuvre de ce schéma, puisque effectivement, il y a un minimum, on va dire, de 300 000 euros, en deçà duquel le coût de structure et de fonctionnement peut être supérieur à l'avantage du schéma. Donc, on va dire que 300 000 euros est un seuil d'intérêt pour la mise en œuvre de cette société civile patrimoniale. Ouais, donc c'est quelque chose que tu as vraiment bien en tête, toi, quand on parle. Et c'est vrai que quand on fait des rendez-vous ensemble, puisque on a quelques centaines d'heures de vol, voire plusieurs milliers d'heures de vol ensemble sur des rendez-vous clients, avec à chaque fois beaucoup de satisfaction et de plaisir et d'enthousiasme. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que tu rappelles à chaque fois, et évidemment les coûts sont intégrés. Pour vous donner quand même un exemple, parce qu'encore une fois, ce schéma de la société civile, on le regarde pour l'instant avec la lorgnette de la fiscalité, mais on va voir qu'il y a un aspect juridique et transmission qui est très fort. Mais gardez en tête qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a des revenus de 35 000 euros, s'il est dans une société à l'impôt sur les sociétés, il va économiser en moyenne 5 250 euros d'impôt sur les sociétés, ou d'impôt classique. Par rapport à une situation, il aurait placé ça dans un compte titre ou dans un contrat d'assurance vie. Ce que lui coûte ce schéma-là, pour le sécuriser, allez, on va arrondir. Après tout, on n'est pas à ça près. Non, mais on va arrondir. Mais si on dit 2 000 euros, par exemple, en considérant peut-être en intégrant peut-être un peu plus de charges, mais
si on 2000 €, on est quand même gagnant aujourd'hui en tant que client, juste sur la partie fiscalité. D'un côté, j'ai des revenus qui me font économiser 5250 € d'impôts, donc des revenus en plus pour moi, et de l'autre, ça me coûte 2000 €. Donc je suis quand même gagnant rien que sur ce biais-là. Tout à fait. Et puis, à la marge, il faut pas non plus oublier notre taxe Puma, qui, comme le nom l'indique, est par référence à l'animal, court très vite et peut faire très mal, qui est une taxe qui va venir s'appliquer sur des revenus du patrimoine quand on n'a plus de revenus d'activité et que les revenus du patrimoine sont supérieurs à 25 000 €. On peut alors se trouver soumis à la taxe Puma, qui est de l'ordre de 5 à 7% de ses revenus, donc qui représente un écart supplémentaire en faveur de la société civile, puisque, comme on l'a rappelé, ce sera un remboursement de compte courant d'associés, et ce remboursement n'a pas la nature d'un revenu. Il n'y sera donc pas soumis. Alors, on développera cette taxe Puma dans les prochaines minutes, mais avant, nous allons prendre une petite pause pour boire un coup et puis, pour moi, payer la facture des avocats d'Armanchat. On vous dit à tout à l'heure avec Céline et on redéveloppera la question de la taxe Puma. Une petite pause, Jean-Pierre, s'il te plaît. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Allez, de retour pour cette émission avec Céline Bourdeau-Martin, avocate associée du cabinet Armand & Chat. Nous avons interrompu cette émission pour une pause et Céline nous expliquait le risque de la taxe Puma. Alors la taxe Puma, elle s'adresse vraiment à nos clients, à vous, auditrices et auditeurs, qui avaient, pour des événements de vie différents, joyeux ou malheureux, à un moment donné, plus eu, ou en tout cas n'avaient plus à un instant de raison de revenus professionnels, c'est-à-dire de revenus salariés, de retraite, de pension, et qui possédaient des revenus du patrimoine supérieurs à 25 000 €. Donc, pour ceux qui chercheraient à s'identifier dans ce schéma-là, vous êtes le propriétaire d'une exploitation agricole de cognac ou de truffes. Vous êtes un patron de supermarché, d'intermarché, ou vous êtes simplement quelqu'un qui, pour des événements de vie, à 50 ans, 45 ans, 40 ans, avait arrêté de travailler et vivait de vos rentes ou de vos loyers. Et pour ces personnes-là, attention, puisque si vous avez des revenus du patrimoine supérieurs à 25 000 €, donc des revenus du patrimoine imposables, et on va revenir là-dessus Céline, c'est là où potentiellement vous pourriez, en plus de votre imposition classique à la flat tax et au barème de l'impôt ou au barème de l'impôt sur le revenu, augmenter des prélèvements sociaux, avoir une surtaxe entre 5 et 7%. Et Céline, du coup, explique-nous bien, ou en tout cas reviens sur pourquoi ce schéma, donc on parle de l'apport en compte courant d'associé dans une personne morale à l'IS, ici on a choisi une société civile, pourquoi ce schéma-là permet de nous préserver, de nous sauvegarder de cette taxe Puma? Alors effectivement, Fabien, la clé du schéma tient dans le fait que la société est parfaitement autonome, opaque, elle fait écran et elle a une fiscalité propre. L'argent qui va circuler entre la société et l'associé, en l'occurrence la personne qui nous intéresse, Christian, constitue un remboursement de son compte courant d'associé. C'est le remboursement d'une dette. Ce n'est pas un revenu, ce n'est ni une rémunération, ni un dividende. Voilà, c'est simplement le remboursement de l'argent qu'il a prêté. Et à partir du moment où il n'y a pas d'intérêt sur cette somme, ce n'est pas un revenu. Exactement. Donc vous comprenez bien qu'en fait, aujourd'hui dans notre exemple, Christian récupère net d'impôts chaque année environ 30 000 € sur son compte bancaire, mais il déclare, excusez-moi l'expression, à ses revenus imposables, walou. C'est-à-dire rien du tout. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, dans le calcul de ses revenus du patrimoine, il aura, je cite, walou. Une fois qu'on s'est dit ces belles choses intéressantes, qui sont quand même des vrais points de vigilance pour certains de nos dirigeants, qui peuvent se retrouver donc avec 35, 37, voire plus d'imposition sur le revenu, parce que lorsque il s'agit de revenus fonciers, on peut se retrouver à être dans une tranche marginale d'imposition à 41, 45, plus 17,2, plus encore 5 ou 7, ça devient complètement confiscatoire. Alors, on a vu le premier point fiscal, mais la société civile, c'est bien plus que ça. Parce que pour 1 500 €, voire 2 000 € de frais, de comptabilité, de juridique, vous avez accès à notamment une transmission possible de votre patrimoine, ici dans l'exemple de Christian, 500 000 € pour
0 € de droit de donation et sous réserve, Céline, 0 € de droit de succession. Alors, comment ça marche ? Alors, l'idée, effectivement, c'est que la société va constituer un véhicule de transmission très intéressant, puisque cette société va être régie par un certain nombre de règles de fonctionnement que les associés vont pouvoir déterminer au moment où ils créent la société, mais également modifier, bien entendu, par la suite à leur convenance, au travers des statuts. Et on va pouvoir, notamment le biais de la société civile est particulièrement utile, puisque c'est une forme très souple, où on peut vraiment déterminer des règles sur mesure. On va pouvoir distinguer le pouvoir, l'avoir. Donc on va pouvoir imaginer une transmission tout en gardant les manettes, dit de manière un peu triviale, et sur les droits de vote et sur l'argent tout simplement. D'accord. Et en termes de coûts, aujourd'hui, comment ça marche et comment on peut faire pour ne pas avoir, parce que aujourd'hui, parmi les avantages, il y a cette possibilité de le transmettre pour 0 €. Alors, comment on fait ? Parce que c'est quand même 500 000 €. Potentiellement, au droit de succession, allez, on prend une moyenne à 20%, c'est pas tout à fait vrai, mais ça peut faire quasiment 100 000 € de droit de donation ou 100 000 € de droit de succession. Je les économise, mais par quel miracle, cher maître, quel miracle ? Toujours pas de miracle, simplement une réponse juridique, c'est que la société civile patrimoniale a une logique presque diamétralement opposée à celle de l'assurance vie. L'idée étant que plus le temps passera, plus l'associé remboursera son compte courant d'associé et plus il aura transmis à ses enfants. Effectivement, quand on va créer la société, on va la doter d'un capital social qui sera une somme minimum symbolique. On a pour usage d'apporter 1 000 € pour couvrir à peine les frais de constitution, mais ça a le mérite de tomber juste. Donc le capital social, lui, ne sera que de 1 000 €. Et on va prêter d'un côté à la société 500 000 €, donc au passif, et cette somme, elle va la placer, ce qui va lui donner des actifs. Donc, on a 500 000 € à l'actif, 500 000 € au passif. Notre société n'a pas de valeur. Sa seule valeur, c'est son capital social, c'est 1 000 €. La transmission va donc pouvoir se faire sur la base de cette valeur de 1 000 € de capital social lorsqu'elle se fera les premières années après la création de la société. L'idée étant, dans ce cas, bien évidemment, de donner la nue propriété des parts à ses enfants pour s'en réserver l'usufruit, de manière à garder des droits aux revenus et un droit de vote dans la société. Ne pas perdre complètement la qualité d'associé. Alors, on va revenir sur cette notion des statuts, mais les auditeurs et les auditrices comprennent bien qu'en fait, le schéma, au départ, c'est de jouer sur la valorisation des titres d'une société, puisque lorsque vous valorisez les titres d'une société, comme l'a dit Céline, c'est un actif moins un passif. À la création, j'ai 500 000 € placés, peu importe en quoi. Et face à ça, j'ai un compte courant d'associé, donc un passif de 500 000 €. Donc ça fait 0 plus le capital social, comme tu l'as dit. Alors par contre, point qui est important et que tu as dit, la logique de la société civile, enfin la logique de l'apport en compte courant d'associé dans une société civile, c'est finalement l'inverse de celle de l'assurance vie. C'est-à-dire plus le temps va passer et plus moi, en tant qu'associé de cette société civile, j'ai des chances de pouvoir transmettre la totalité de ma société sans droit de succession. Pourquoi ? Parce qu'un point qu'on aurait dû préciser ou qu'on va préciser maintenant, c'est que même si j'ai transmis les titres avec réserve d'usufruit ou en pleine propriété, partiellement ou totalement de ma société civile, en cas de décès, la valeur de mon compte courant d'associé est considérée comme un actif taxable dans l'actif successoral, donc potentiellement soumis à 20%. Et c'est là où effectivement, tu nous expliques que plus je vais avancer dans le temps, et plus ces fameux 29 250 que l'on va arrondir à 30 000 €, donc c'est-à-dire les intérêts nets d'impôts, je vais pouvoir les prélever, dans notre exemple, sur mon compte courant d'associé de 500 000 €, les diminuer et potentiellement ramener la valeur de mon compte courant d'associé à 0 et donc pouvoir boucler la boucle, une donation des titres sans droit de donation et en cas de décès, la possibilité de transmettre ce compte courant d'associé, ou en tout cas que ce compte courant d'associé ne génère pas de droit de succession. Tout à fait, dans la mesure où il aura été remboursé en presque totalité, puisque ce qui restera de créance, de dette pour la société, mais de créance pour le contribuable, pour la personne physique décédée, fera partie de l'actif
taxable. Exactement. Donc voilà, après ça dépend de la rentabilité des placements financiers et c'est donc très important de choisir un excellent banquier conseil ou excellent banquier privé. Tu en connais un, je crois, Céline. Oui, je crois l'avoir en face de moi. Exactement. Comme à l'entraînement, on a bien travaillé. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, donc ça c'était notre premier argument, c'était la fiscalité. C'est-à-dire comment je vais générer des compléments de revenus avec une fiscalité la plus faible possible. Le deuxième, c'était comment je peux transmettre cet actif avec potentiellement des droits de succession et de donation qui sont égales à 0. Ou en tout cas, je vais tenter et je vais tendre vers ce 0. Et puis le troisième point maintenant, c'est lorsque je décide d'investir dans une assurance vie ou dans un compte titre, j'accepte le principe qu'à mon décès, la somme revienne à mes enfants ou à mes héritiers sans que finalement j'ai la main dessus, sans que finalement quelque part je puisse déterminer ce qu'ils vont en faire. Ça, c'est un premier point. Ça veut dire que si ils n'ont pas envie de mener un projet commun, s'ils ont envie de le dépenser dans n'importe quoi, c'est possible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que lorsque j'investis dans un contrat d'assurance vie, j'accepte le fait que si à un moment donné j'ai un événement de vie, une invalidité, une incapacité, bref, quelque chose qui me met en difficulté, quelque part mon contrat pourrait être bloqué. Et enfin, j'accepte le fait que il faudra que mes enfants attendent mon décès pour pouvoir en bénéficier. Et c'est vrai que la société civile, par la qualité des statuts, va me permettre finalement, et tu as donné quelques indices, de profiter de cette transmission, mais de le faire dans de bonnes conditions. Alors, si on essayait de synthétiser les principales questions qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui, je suis Christian, j'ai 500 000 euros, j'ai bien écouté l'émission de Radio Grand Lac, radio que j'écoute d'ailleurs tous les jours, c'est non-stop, et je fais ce schéma de la société civile. Et je transmets à mes enfants. Comment je vais pouvoir faire pour transmettre la nue propriété des titres de la société civile à mes enfants, mais rester potentiellement le patron, ou si je prends tes expressions, rester celui qui a les rênes du carrosse. Comment ça se passe dans les statuts et comment on peut le rédiger ? Alors, on va distinguer dans les statuts les règles applicables en cas de démembrement. Donc, on sera en présence d'un usufruitier d'une part, qui est Christian en l'occurrence, éventuellement son épouse, et les enfants nus propriétaires. Et on va déterminer de ce fait, pour la répartition des droits de vote, la prise de décision, mais également quand on fera des distributions de dividendes, ou en cas de réduction de capital, ou encore en cas de dissolution, liquidation de la société, qui d'abord va pouvoir prendre cette décision. Donc dans l'idée, on va réserver un maximum de droits à l'usufruitier en ne laissant au nu propriétaire que ce qui relève fondamentalement de l'existence même de la société, puisque ça c'est quand même très important que ce soit les enfants qui aient la main là-dessus. Mais sur l'aspect financier, c'est l'usufruitier qui aura tous les pouvoirs. Donc c'est lui qui décidera si un jour il souhaite distribuer du dividende, réduire le capital et qui appréhendera cette somme. Donc ça, c'est un point qui est très important. C'est parce qu'on est dans une forme sociétaire, qui est la société civile, mais la société par action simplifiée fonctionnerait également, que l'on va pouvoir jouer sur les finesses du démembrement et finalement déjà anticiper la transmission, mais en même temps rester le seul maître à bord, ce qui finalement est assez fort parce que quelque part, j'ai commencé ma transmission, mais j'ai toujours la main pour pouvoir en bénéficier. Alors, c'est d'autant plus important que dans ce schéma-là, on a un compte courant d'associés qu'on va chercher à vider. Donc jusqu'à là, c'est très bien de pouvoir faire ce qu'on veut avec les investissements. Mais maintenant, Céline, imaginons, on se projette, le placement fonctionne extrêmement bien, et j'ai vidé mon compte courant d'associé. C'est-à-dire que je n'ai plus ces 500 000 euros, cette réserve fiscale, et par contre, j'ai transmis mes titres tout au départ, je t'ai écouté. Donc ça veut dire que dans ma société civile, j'ai un usufruitier, votre serviteur, et les nus propriétaires, mes enfants. Et là, j'ai quand même besoin de compléments de revenus. Comment je fais pour continuer à pouvoir percevoir des revenus dans ce schéma-là ? J'ai le droit de vote, donc le droit de vote des dividendes, mais est-ce que les dividendes m'appartiennent ? Alors oui, effectivement, c'est une des prérogatives de l'usufruitier, c'est de s'approprier les revenus courants de la société, ou les pommes dans le cadre classique du pommier auquel on a tous eu droit en cours de droit. Donc effectivement, les revenus de l'année, le résultat de l'année revient de plein droit lorsqu'il est distribué à l'usufruitier. Et on pourra, dans les statuts, prévoir ce qu'il en est des réserves, sachant qu'il y a eu des décisions des tribunaux, donc des jurisprudences, qui sont venus dire que les résultats qui avaient été auparavant stockés dans la société, les réserves, donc quand elles sont distribuées, reviennent aussi à l'usufruitier sous forme d'un quasi-usufruit
qui est un droit particulier pour l'usufruitier d'utiliser la somme librement, à charge de les restituer à ses enfants nus propriétaires au plus tard au règlement de la succession. Donc, dans tous les cas, pendant la vie du compte courant d'associé, j'ai la main, je prends des décisions sur les investissements et de toute façon assez librement, comme tu l'as dit dès le départ de l'entretien, le compte courant d'associé est remboursable à tout moment. Donc, je peux me rembourser. Le jour où il n'y a plus de compte courant d'associé, ce qu'on vise, eh bien, je me retrouve dans une situation où je dois distribuer des dividendes. Et si j'ai bien rédigé mes statuts, eh bien, j'ai la possibilité, dans tous les cas, d'avoir le choix de les prélever. Tout à fait, mais ça peut être aussi une alternative intéressante dans l'hypothèse où on voudrait gratifier ses enfants et où on aurait épuisé ses droits de donation. On pourra imaginer distribuer une partie du dividende, des réserves, donc des résultats antérieurs de la société qui auraient été stockés, au profit des nus propriétaires, au profit des enfants. C'est vraiment un choix. Et donc ça, c'est un point qui est très distinctif par rapport à l'assurance vie, puisque rappelez-vous ce qu'on s'est dit, l'assurance vie, je dois attendre, mes enfants doivent attendre mon décès pour potentiellement avoir accès à de la somme en franchise de droits de donation ou de succession. Là, dans ce schéma-là, alors nonobstant la fiscalité des dividendes, bien évidemment, mais nonobstant, je vais pouvoir, moi, de mon vivant, décider de flécher des dividendes vers mes enfants nus propriétaires et donc, quelque part, commencer à leur faire profiter un peu de cette transmission. Et donc ça, c'est un point qui est quand même assez important. Merci de l'avoir relevé, Céline. Pas dernier point, mais en tout cas, autre point. J'ai une situation d'incapacité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai un accident de ski, ça peut arriver dans la région. J'ai un moment de faiblesse qui fait que je suis absent des affaires, pour rester poli. Comment ça fonctionne la société dans ce cas-là et quels sont les éléments que je peux faire pour me préserver de tout ça ? Alors, on rappellera tout d'abord que le pilote de la société, c'est le gérant. Donc, et dans notre cas, Christian sera bien entendu gérant. On peut imaginer que son épouse, son conjoint, de manière générale, sera co-gérant avec lui. Et puis, on a un dernier outil qui est le mandat de protection future, qui va permettre de quelque part privatiser sa tutelle et de désigner quelqu'un qui aura tout pouvoir pour gérer et piloter la société et exercer vos droits en votre place d'associé et de gérant pendant la période d'incapacité. Donc dans tous les cas de figure, en tout cas les principaux, il y a cette capacité finalement à continuer à gérer mon patrimoine dans les meilleures conditions possibles avec évidemment du sur-mesure puisque chaque situation est différente et on le voit bien tous les deux en rendez-vous. Et donc il y a cette possibilité-là du mandat de protection future que tu rappelles également dans les statuts pour s'assurer que voilà, il y a pas d'ambiguïté sur l'application et que quelque part cette application est assez claire et limpide, sachant que c'est quand même un outil assez puissant. Avant qu'on conclue cette émission, puisque le temps passe, c'est vrai que le temps passe vite en bonne compagnie. Céline, qu'est-ce que tu auras envie de dire qu'on n'a pas dit sur ce montage ou en tout cas sur ce schéma de la société civile ? Est-ce qu'il y a un point particulier sur lequel tu aimerais insister ? Mis à part le fait que vous l'avez compris, ça fait partie des spécialités de Céline et que donc lorsque vous avez des sociétés civiles, il faut bien entendu aller chez Armand et chez Associés. Peut-être un dernier point qui n'a pas du tout été évoqué, mais qui tient à la souplesse juridique à la fois de la société civile, mais aussi de la SAS, de la société par action simplifiée. C'est la possibilité, quand on a un enfant ou un membre de la famille en situation de faiblesse ou de handicap, de le favoriser dans les revenus en créant des parts de catégories différentes. Et on peut imaginer, et j'ai déjà eu plusieurs cas comme celui-là, en présence de plusieurs enfants, lorsque l'un est victime d'un problème particulier, lui préserver pour l'avenir, c'est ce que tu évoquais aussi, la possibilité de sculpter un petit peu l'avenir qu'on n'a pas avec l'assurance vie, de prévoir qu'il ait des droits aux dividendes futurs plus importants que ses frères et sœurs. Alors ça, c'est un point qui est très important. Effectivement, chaque situation est différente et c'est ce qui va la différencier par rapport à l'assurance vie ou la rendre complémentaire, puisqu'on n'est pas là pour taper sur l'assurance vie. Mais le cas d'avoir envie de favoriser un enfant qui soit est handicapé, soit est vulnérable, soit simplement pour des raisons X ou Y n'a pas les mêmes compétences que ses frères et sœurs, et bien ça, c'est effectivement une option qui est intéressante et qui va dans le sens de ce que tu sais très bien faire, à savoir rédiger des statuts qui vont décorréler les rapports entre le pouvoir, les droits financiers et puis les adapter à des situations différentes et variées. Pour conclure cette présentation, on a parlé aussi des sportifs de haut niveau qu'on aime beaucoup.
Voilà, rappelez-vous que là aussi c'est un schéma qui est très intéressant parce qu'on a du temps et donc on va capitaliser des primes qui sont reçues, qui sont apportées en compte courant d'associés dans une société civile. Donc on va s'assurer que cette société civile va avoir des revenus qui vont être moins taxés que s'ils les avaient eus à titre personnel, pour s'assurer ensuite dans 10, 15, 20 ans quand la carrière est terminée qu'ils pourront avoir une réserve fiscale de qualité et prélever donc des compléments de revenus ou simplement des revenus avec une fiscalité qui sera moindre. Voilà, ça peut se faire aussi sur des profils assez jeunes qui ont vocation à se construire un avenir de complément de revenus dans de bonne qualité. Voilà, merci à tous pour cette émission. Encore une fois, nous accueillons de plus en plus des intervenants de qualité, on les remercie. La semaine prochaine, dans 15 jours, nous recevrons dans le même acabit le terrible greffier du tribunal de commerce de Chambéry, Frédéric May, et puis plein de surprises dans les prochains mois et les prochaines semaines. C'était Céline Bourdeau-Martin d'Armand & Associés que l'on remercie chaleureusement et Fabien Giroux en direct de Radio Grand Lac. On vous dit à très vite. Au revoir. Radio Grand Lac, ensemble, tout le temps. Radio Grand Lac.